Bonjour, bienvenue Isma. Je Coucou, suis, merci Christelle, merci. je suis ravie de t'accueillir ici aujourd'hui. Merci pour l'accueil. Vraiment ravie d'être avec toi et puis avec toutes celles et ceux qui nous écoutent. C'est avec plaisir et pour commencer à se mettre dans le bain, j'aimerais te poser la question suivante. Donc, il s'agit d'une prise un peu de température, mais plutôt au final de niveau de confiance à l'heure Allons-y. actuelle dans ta vie Ouais, de tous les ouais. jours sur une échelle de 1 à 10. Quel est ton niveau de Mhm. confiance en toi? Bon, je dirais que ça varie un petit peu dans les journées ou alors ouais, selon des événements, mais globalement, pour, pour essayer d'avoir une moyenne, ouais, je pense que je me situe au-dessus de 8, on va dire. Voilà, au-dessus de 8 sur 10. Donc c'est plutôt une bonne période, on va dire. Super, c'est génial. Et pour continuer cette mise en bouche et se mettre à l'aise, je te propose de faire plus ample connaissance avec un portrait chinois. Avec plaisir. Alors, si tu étais un dessin animé, Ok, Princesse Sarah. Allons-y. super. Si tu étais une mauvaise habitude, Une mauvaise habitude, manger du sucre, si tu étais un sport, un sport, la natation. si tu étais un livre, Si j'étais un livre, oh, il y en a tellement, c'est une question compliquée. Je dirais l'art d'aimer, si tu étais un animal, le dauphin. si tu étais une pièce de la maison, Une pièce de la maison, la cuisine. si tu étais un élément Un élément, l'eau. et si tu étais une cause. Une cause, les enfants. Les enfants Merci sont pour ce portrait. avec plaisir. Pour, pour Merci pour embrayer le sur petit la, jeu. pour embrayer sur la première véritable question de l'interview, quelle Mhm. humaine es-tu? Alors, quelle humaine, j'adore ta façon de poser les questions, c'est très très atypique et ça colle bien avec ta présentation et j'adore. Alors, je dirais que je suis une, une humaine qui renaît souvent et qui essaye de profiter de la vie bah, pour moi-même, mais aussi d'enrichir les autres. Et je dirais que je suis une humaine qui a besoin de sentir le bonheur autour de moi. Donc, attends, je peux même te montrer ça, tu vois. J'avais pas pensé, tu vois. Donc ici, c'est le bonheur réside ici, tu vois, est-ce que ça se voit ou pas, je sais pas. Et donc j'ai besoin de sentir l'énergie et comme l'énergie, le bonheur, la positivité. Et comme c'est quelque chose qui a plutôt manqué autour de moi quand j'étais plus jeune, on va dire, et donc bah, je me suis dit, bah, si ça y est pas, il faut le créer. Il faut le créer, ce bonheur et cette énergie. Et je me suis rendu compte que c'est pas si compliqué, c'est même plutôt simple et que c'est très gratifiant parce que quand tu crées du bonheur, bah, tu reçois du bonheur aussi. Donc en fait, c'est un petit jeu que je me plais à propager aussi et qui est vraiment positif pour tout le monde. Et voilà. Je dirais que j'ai l'impression d'être ce type d'humaine-là. Donc une humaine qui a besoin de bonheur et qui a besoin de voir, de créer du bonheur. Ok, et quel est ce petit jeu, si tu peux nous en dire plus? Petit jeu, je dirais, c'est en fait, tu prends conscience, bah, comme je suis, on va dire, dans la dernière phase de ma vie, là, je suis plus dans le coaching, et tu prends conscience que tout le monde a des soucis. Absolument tout le monde. Tu sors dans la rue, si tu prends le temps de discuter avec les gens, que tu vois que tout le monde a des soucis, plus ou moins graves et plus ou moins, on va dire, dans le pic du problème. Mais tout le monde est absorbé par une problématique ou un souci. Et finalement, c'est devenu peut-être presque ouais, important pour moi de pouvoir redonner le sourire aux personnes parfois par un mot, parfois ça peut être par même, bah voilà, si les personnes sont loin, par une prière, parfois par une action.
si j'ai la possibilité d'agir, bah, je vais essayer d'aider. Et même si ça ne me rapporte rien, tu vois, tout simplement. Et je trouve que c'est ça qui manque un peu dans notre société, c'est que voilà, bah, les gens vont se dire, bah, si je gagne pas, bah, j'aide pas. Si c'est pas rentable pour moi, j'aide pas, que ce soit financièrement ou autre, hein. Et je trouve que c'est une grave erreur parce que bah, ces personnes, elles se rendent pas compte qu'il y a une autre forme de retour et qui est d'autant plus gratifiante et enrichissante. Et voilà. Donc, quand tu es dans le don, j'ai appris à devenir. Hein, j'ai eu la chance d'avoir une grand-mère qui m'a transmis beaucoup de choses là-dessus. Donc, c'est pas inné, on va dire. Mais quand tu es dans le don, en fait, je pense que c'est la forme la plus enrichissante de recevoir et puis d'être épanoui. Et à mon goût, beaucoup de gens cherchent ça, mais ils ne trouvent pas la porte, ils ne voient pas cette porte-là. Donc, c'est ce que j'essaye de faire pour essayer de mettre en place cette prise de conscience. Voilà, c'est le petit jeu. C'est le petit jeu, si je résume un peu, et puis il y en a d'autres, hein, mais on va dire que si je dois résumer, le premier auquel je pense, c'est ça, c'est redonner le sourire aux personnes et redonner la confiance. Tu parles de confiance en toi, tu as très bien résumé, c'est comme une espèce de prison en fait dans laquelle tu trouves et tu ne trouves pas la clé pour sortir. Et c'est toi qui vas te sortir de là, mais c'est pas impossible, et souvent avec l'aide de quelqu'un ou une main tendue, c'est plus simple. Et si quelqu'un te tend la clé, c'est plus facile. Euh, Voilà, donc pourquoi pas essayer de donner un peu de lumière aux autres pour qu'ils puissent sortir de ce tunnel. Je trouve que c'est beaucoup plus humain. Voilà. Super. Et pour traduire ça pour nos auditrices, comment Mhm. tu le mets en place au quotidien, dans ta vie professionnelle? Alors, dans ma vie professionnelle, déjà, ma vie professionnelle, elle est plutôt. Bon, on va parler de celle qui est actuelle, hein, parce qu'il y a eu plusieurs phases, et qui montrent bien que moi-même, j'ai eu cette quête de la confiance en moi aussi. Hein, parce que j'ai commencé par une vie professionnelle d'ingénieur, en fait, où je me destinais à terminer ingénieur dans ma vie, et puis non, c'est pas ce que je voulais au fond de moi. Donc, on va dire que j'ai mis ça de côté un moment pour aller dans l'entrepreneuriat. Donc, ça qui m'a attiré à ce moment-là. Donc, je suis contente d'avoir pu m'écouter. Hein, et malgré que j'avais aucune formation dans ce domaine-là, hein, je suis pure scientifique, moi, pur produit de la filière scientifique. Et puis voilà, j'y suis allée sur le terrain. J'avais besoin de ce relationnel avec les gens, du commerce à l'international. Donc, voilà, ça m'a donné d'autres pistes pour me dire, ben non, en fait, j'ai envie aussi de me former, de transmettre. Et donc, je me suis formée à tout ce qui est management des entreprises, que j'enseigne aujourd'hui. Hein, j'enseigne la communication, j'enseigne l'innovation en université, dans plusieurs écoles, et le coaching. Et en me certifiant en particulier en PNL. Et tout ça, j'ai mis tout ça ensemble en fait pour aider. Donc, ça peut être sous diverses formes. Donc, soit dans l'enseignement, hein, comme j'en ai parlé, dans différentes écoles. J'enseigne pour les Réunionnais, là, juste ici à l'IAE au niveau Master 2, mais aussi dans d'autres établissements dans d'autres pays. Mais surtout en fait, d'aider, ça peut être, comme je le dis, pour moi, l'aide, c'est pas forcément un métier. C'est mon métier, j'en ai fait aussi mon métier, mais je peux intervenir dans des associations. Ça m'arrive plutôt souvent hein, d'être invité d'intervenir dans des associations où, bah voilà, c'est pas une intervention rémunérée, mais c'est quelque chose qui va être très, très gratifiant pour moi, qui va aider beaucoup de monde et parfois qui va déboucher même sur, sur une offre en fait. Donc, c'est vraiment ça, quand je veux dire le don, bah, des fois tu donnes du temps et puis voilà, il y a autre chose qui apparaît derrière auquel tu t'attendais pas. Et donc voilà, donc je peux aider des entreprises, j'aide des entreprises, comme je peux aider des écoles, comme je peux aider des associations ou des personnes comme ça. Donc voilà, il y a diverses formes et c'est ça qui me plaît, c'est justement d'avoir différents publics. Donc ça peut être des publics très tech, puisque je suis pas mal dans la tech, hein, vu mon passé d'ingénieur. Donc des entreprises qui sont vraiment bien insérées dans la tech, comme ça peut être des associations de femmes qui ont du mal à s'affirmer ou quoi ou qu'est-ce. Donc voilà, ce qui me plaît, c'est la diversité des publics, rencontrer des personnes d'horizons très différents. Voilà, je pense que j'ai un petit côté hyperactif aussi où j'ai besoin de croiser du monde avec des aventures et des histoires différentes pour pouvoir moi-même apprendre en fait, hein, tout simplement découvrir et apprendre. Et voilà, bah, aujourd'hui, c'est à la fois un métier, une passion, une mission de vie. Et ça m'apporte peut-être même beaucoup plus humainement que ce que moi, je peux apporter aux autres. Donc, pour l'instant, on est encore là. Voilà.
Et qu'est-ce qui t'a vraiment amené à l'entrepreneuriat et à devenir coach mindset et révélatrice de talent, comme tu le dis? Exactement. Alors, je pense qu'il y a eu plusieurs choses, mais si on commence par l'origine, à l'origine, je pense que j'ai une histoire de. Peut-être qu'il y a certaines qui vont se reconnaître à travers mon récit. J'ai une histoire de petite fille première de la classe qui a perdu ce super pouvoir en allant dans un. Voilà, moi je sors de banlieue, hein, du 93, j'ai vraiment aucune honte à le dire. Au contraire, je suis très fière, où j'étais vraiment quasiment première du département là-bas. Et je me suis retrouvée propulsée dans un très gros lycée, c'est le lycée Henri IV, où je me suis retrouvée parmi les derniers. Ça, c'est quelque chose qui a énormément brisé ma confiance en soi dans un âge où j'étais à l'adolescence. C'était vraiment c'est l'âge où je suis construit en fait. Hein. Et j'ai pris conscience dès cet âge-là de qu'est-ce que c'est avoir confiance en soi et perdre confiance en soi. Et c'était vraiment un combat très très difficile, puisque dans mon entourage, on m'a pas appris tout ça. Hein. On m'a pas du tout donné les clés de qu'est-ce que la confiance en soi, est-ce que ça se travaille, est-ce que c'est vraiment un monde. Donc je me suis vraiment trouvée vraiment seule. Vraiment seule. Et puis voilà, quand tu es seule, tu te débats, tu te noies, quoi. Jusqu'à ce qu'il y a quelques personnes qui sont autour de toi qui viennent te tendre la main et te donner des pistes et te donner la lumière. Et ça, c'est quelque chose ça fait partie de ma construction. Où je me suis dit, non, mais on peut pas laisser des personnes vraiment souffrir à ce point, parce que c'est une souffrance pour moi. Hein. Après, là, je le matérialise sur un aspect de ma vie. Voilà, c'est peut-être le scolaire, mais bien sûr, ça se répercute à travers toutes les dimensions de toi. Quand tu perds confiance en toi, c'est pas juste dans un domaine, c'est totalement. C'est une destruction intérieure. Donc, et la personne qui le vit, elle est dévastée et ouais, elle se sent démunie, même si peut-être pour d'autres, elle voit le problème comme non, c'est pas si grave. Mais ce qui compte, c'est la souffrance de la personne en fait. Et donc voilà, donc je me suis dit, une fois que je suis sortie de tout ça, puis ouais, par la suite, j'ai très bien réussi, mais ça a été très très difficile. Hein. Donc j'ai très bien réussi, grâce à l'aide aussi de plusieurs personnes bienveillantes. J'ai compris ce process en fait. Du coup, ce process, je l'ai compris très tôt. Que tu n'as pas la clé, tu peux être tout en bas, tu peux tomber tout en bas même, c'est-à-dire que tu peux arriver de tout en haut et tu peux toucher le sous-sol, mais que si tu es bien entouré, et que tu es entouré par les personnes qui vont t'aider justement à guérir, parce qu'il y a des choses à guérir par rapport à l'ego. Il y a des choses à guérir par rapport à l'ego. Il y a justement quitter cette position où tu te places au centre, en fait, et où la douleur fait le plus mal. Et c'est ça qu'il faut apprendre et qu'au début, tu connais pas. Tu connais pas ça, tu es là avec tout ton ego et c'est là que tu t'en prends le plus dans la figure, en fait. Donc, d'apprendre ce processus de dire, je me décentre de moi, mais en même temps en me recentrant. C'est-à-dire, je me recentrais, mais de la bonne manière. De la bonne manière en étant plus à l'écoute de moi, en ne voulant plus être dans le paraître, mais en voulant être moi-même, à l'écoute de qui je suis, et en acceptant d'être aidé, parce que quand tu es dans l'ego, tu n'acceptes pas l'aide aussi, parce qu'il y a une sorte de ouais, non, on ne peut pas m'aider parce que je peux susciter la pitié, mais il faut sortir de ça. Et de se dire, voilà, je peux m'en sortir avec des ressources. Et quand tu comprends ça, cette mécanique de oui, tu es dans la difficulté, mais avec l'aide et avec les ressources et avec un bon, on va dire, un bon environnement, tu peux t'en sortir. Quand tu comprends ça, à force, tu comprends la mécanique du truc. Et puis, voilà, moi je suis une scientifique, hein, donc je te parle de mécanique. Tu as envie de le transmettre. Tu as envie de le transmettre. Parce que c'est quand je suis un petit peu empathique, on va dire. Et cette chose-là, j'ai toute jeune, je vois très facilement la souffrance des personnes. Et j'arrive à ressentir, même si même pas je vois, j'arrive à ressentir plus ou moins ce qu'il faut faire pour aider. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont comme ça. Voilà, quand tu arrives à saisir ces deux choses-là, c'est-à-dire que tu arrives à bien repérer le problème et à voir la solution, c'est presque un crime de ne pas aider les personnes, tu vois. Donc voilà, c'est un peu ça l'idée. Ok. Et Donc quels voilà, ont quand je été... te dis, pour finir, parce que je crois que je n'ai pas répondu à toute la question, tu m'as dit pourquoi révélatrice de talent. Oui. Révélatrice de talent, parce qu'effectivement,
principal process sur lequel justement se greffe la confiance en soi, déjà pour résumer. Donc il y a 3 dans la dynamique, la pyramide de la confiance en soi. Tout en bas, il y a l'estime de soi, donc c'est apprendre à s'aimer, apprendre à connaître sa valeur, donc d'où révélatrice de talent. Juste au-dessus, il y a la confiance en soi, et là c'est plus au niveau des compétences, et des actions. Donc si tu t'aimes pas, ça va être très difficile de te sentir compétent, ça va être très difficile de te mettre en action de manière positive. Et juste au-dessus, il y a la relation aux autres, la façon de communiquer avec les autres, et donc il y a l'affirmation de soi. Comment tu t'affirmes au monde? Quelle est ta posture par rapport au monde? C'est vraiment un triangle pour lequel il faut respecter justement ces étapes et cette échelle. Et j'essaie de transmettre ça. Donc, et ce qui est le plus difficile, maintenant ça fait une dizaine d'années que je suis dans le coaching, ce qui est le plus difficile pour les personnes, c'est la base en fait. C'est-à-dire, les gens, ils partent du constat que oui, j'arrive pas à m'affirmer, j'arrive pas à dire non, j'arrive pas. Mais il faut revenir à la base, où déjà, les personnes, beaucoup n'arrivent pas déjà à s'aimer. Moi, et ça, c'est pas une honte. Ça veut dire que moi, j'ai vu en coaching des directrices de grosses boîtes, des L'Oréal dans certains pays, qui me disent, je m'aime pas, je me déteste. Et ça, il faut être capable de le dire, parce que c'est la base. Et si tu n'arrives pas déjà à cette base-là, c'est très difficile de pouvoir avancer. Donc, il n'y a rien de possible s'il n'y a pas ces fondations-là. Et puis après, une fois que tu as construit la base où tu es plus aligné et tu arrives à reconnaître ta valeur, d'où ce point de départ où tu apprends à te connaître et à apprécier tes forces, mais aussi tes faiblesses et à les accepter, là, tu peux commencer à essayer de construire et à mettre en valeur tes compétences et tes actions. Mais ça se fait vraiment dans cet ordre-là, et on ne peut pas sauter d'étape parce que sinon, il n'y aura rien de concret en fait qui va ressortir. Donc voilà pourquoi révélatrice de talent, parce que tout le monde a des talents, parce que beaucoup de gens les ignorent. Et même au-delà des talents, moi, il y a une question que je pose souvent en début de coaching, c'est qu'est-ce que tu aimes? À part, ok, on a fini avec tu t'aimes ou tu t'aimes pas. Qu'est-ce que tu aimes dans la vie? Et ça va peut-être choquer le pourcentage, mais aller dans 80% des cas, les gens, et d'ailleurs c'est hommes ou femmes, parce que tu as parlé des femmes, mais ça arrive aux hommes, sauf qu'ils se livrent plus difficilement, me disent je ne sais pas ce que j'aime. Je ne sais pas. Honnêtement, je ne sais pas. Je sais ce que j'aime pas. Je sais ce qui peut ou pas m'attirer, mais je ne sais pas ce que j'aime vraiment. Quelles sont mes aspirations profondes? Tu vois, je ne sais pas à quoi j'aspire profondément. C'est quoi le sens de ma vie, ce que j'aime, ce qui va vraiment m'épanouir dans la vie. Et ça, c'est une question. Il ne faut pas avoir honte de voir en face et de se dire ouais, peut-être que je ne sais pas ce que j'aime, peut-être que j'en sais rien. Et que justement, le travail est là. Donc voilà, pour moi, c'est des points de départ qui sont vraiment importants pour ce qu'on appelle la quête de la confiance en soi. C'est le s'aimer et apprendre à se connaître et connaître ses forces et ses faiblesses et les accepter et pouvoir mettre en place toutes les solutions qu'il faut pour pouvoir justement construire cette confiance en soi. Merci pour cette description et ce partage. Toi, quelles ont été tes difficultés, tes croyances avant de te lancer dans l'entrepreneuriat, par exemple? Est-ce que tu as eu des démons auprès desquels tu as dû faire face? Alors, on va dire que par rapport à l'entrepreneuriat, je ne suis pas très représentative parce que je suis quelqu'un de très, très fonceuse. Limite, parfois, je fonce, après, je réfléchis, tu vois. Et je pense que c'est une qualité qui est vraiment intéressante dans l'entrepreneuriat. C'est que pour la confiance en soi, en fait, il faut agir, même si ce n'est pas parfait. Alors qu'il y a des personnes qui attendent que ce soit parfait pour agir. Je pense que là, pour moi, c'est la grosse limite, elle est là, en fait, entre les gens qui vont agir et les gens qui ne vont pas agir. Tu vois, et je pense que pour mon plus grand bonheur, j'ai jamais été perfectionniste. Tu vois ce que je veux dire? Pour accompagner des femmes qui sont très perfectionnistes, je peux voir qu'on est vraiment à l'opposé. Et ça, c'est quelque chose qui est terrible. C'est quelque chose qui est terrible. Et à la fois, c'est un super côté. Ça veut dire que, ok, tu es capable de filer des livrables qui sont extraordinaires ou vraiment dans le détail. C'est juste, c'est merveilleux. Mais par contre, en termes de mise en action, c'est très, très difficile. Et moi, je vois,
Pour donner, c'est même pas pour le travail, en fait, ça, ce perfectionnisme-là qui empêche d'agir, il empêche d'agir dans tout. Et moi, je me rappelle même avoir accompagné une personne qui, qui s'empêche en fait d'aller en vacances si tout n'est pas parfait. Tu vois, c'est-à-dire que si la gestion des enfants n'est pas parfaite, si l'hôtel que son conjoint a pris, tout n'est pas, si le planning n'est pas parfait. Et ça m'avait marqué. Si je peux donner une image, parce que moi, il m'arrive de prendre des hôtels bah ouais, le matin même. En fait, quand j'arrive, après, bon, j'ai l'habitude de voyager, de me déplacer. Donc, je sais très bien qu'il n'y a aucun risque derrière. Mais voilà, je me dis, il y a des personnes, oui, qui s'empêchent même de vivre et de profiter et de se détendre. Si c'est pas parfait, ça veut dire que le fait de se reposer, ça va, ça va être plus difficile pour elle tant que son mental de contrôle, en fait, il n'est pas totalement rassuré sur tous les voyants. Et ça, c'est très difficile. Hein. C'est très, très difficile. Et donc, cette personne-là, ouais, ça fait 6 ans qu'elle n'est pas allée en vacances. Alors qu'elle a plus que les moyens, alors que. Mais voilà, mais je pourrais te raconter plein des anecdotes. Mais ça fait mal parce que, ouais, c'est des gens qui sont. C'est une vraie prison. C'est une vraie prison, ce perfectionnisme. Donc voilà, donc si j'ai un conseil à donner, c'est n'attendez pas que les choses soient parfaites pour vous mettre à l'action. Lancez-vous et au fur et à mesure, vous pourrez rectifier le tir. Et il y a toujours l'occasion de rectifier le tir, en fait. Et de corriger et de revenir, de corriger, de revenir. Et voilà. Et il faut apprendre à. C'est le titre du post que je vais mettre sur LinkedIn tout à l'heure. Donc, tous les lundis, je mets un post justement pour essayer de partager un peu de positivité aux gens et pour essayer de les encourager à faire plus ou à faire mieux. Et aujourd'hui, c'est le regard des autres. Et donc, ce perfectionnisme, il est très lié au regard des autres. Et tant que ce n'est pas ton regard à toi qui va primer sur le regard des autres, ça va être très compliqué. Et je raconte une petite histoire, c'est une petite histoire, un petit conte persan qui est une histoire vraiment qui peut inspirer. Donc, c'est l'histoire d'un papa et son fils qui vont au marché. Et qui vont au marché, ils vont aller vendre leur âne. D'accord. Donc, ils font le trajet. Et ils passent, ils marchent à côté de l'âne et ils passent devant un groupe de femmes qui les regardent et qui s'éclament comme ça, là, qui s'éclament. Mais tu te rends compte, ils ont un âne et ils ne montent pas dessus. Mais qu'est-ce qu'ils sont bêtes. Ok, bon, le père, il entend ça, il dit, bon, d'accord. Alors, quand il voit ça, donc, il va monter sur l'âne. Donc, il monte sur l'âne et là, il continue le chemin. Et là, il y a un autre groupe, c'est un groupe qui va dire une chose, mais c'est vraiment choquant. Le papa monte sur l'âne et l'enfant marche derrière. C'est incroyable. Donc là, le papa, il dit, mais c'est vrai ça. Mon fils, il marche derrière. Donc il fait monter son fils sur l'âne et ils reprennent la route. Et là, il y a un autre groupe qui dit, mais c'est pas possible, mais vous allez tuer la bête là. Arrêtez ça, mais vous êtes vraiment inhumain. Et donc, il y a ces personnes-là qui disent, mais portez-le l'âne, portez-le, c'est pas possible de faire ça. Et donc, ils prennent un bout de bois, ils attachent l'âne et ils portent l'âne et ils marchent et ils arrivent au marché. Sauf que l'âne, il n'en peut plus, il se débat et il va tomber. Il y a une rivière et il tombe dans la rivière. Et donc, il n'y a plus d'âne, en fait, pour aller au marché. Et donc, moralité, tiens, c'est toi qui vas nous la dire, Christelle, la moralité. Faire les choses comme on le sent. Exactement. Les gens ont toujours quelque chose à dire. Il y aura toujours quelque chose qui ne va pas, en fait, puisque c'est comme ça, c'est la nature humaine qui est faite comme ça. Donc, avant de donner la primauté au conseil ou au regard des autres, qui peut être bienveillant, hein, parfois, il n'y a pas de souci là-dessus, mais déjà s'écouter soi-même. Déjà apprendre à s'écouter soi-même. Et ça, c'est vraiment un travail important à faire, développer cette intuition qui est fondamentale dans la vie pour prendre des décisions. Et si on sent qu'on ne l'a pas, ouais, c'est un travail. C'est un travail mais c'est un travail qui paye parce que on est aux commandes, hein, aux rênes de notre vie, même si je crois beaucoup, bien sûr, pour moi, il y a d'autres dimensions qui jouent, hein, mais en tout cas, ce n'est pas les autres qui sont aux commandes de notre vie, et donc il y a quelque chose à faire, et donc s'il y a des décisions à prendre, c'est à nous de les prendre. C'est à nous de les prendre, et donc faire attention aux conseils et à l'entourage qui est autour de nous. Donc, avoir un entourage bienveillant, c'est très, très, très important. Très important.
Donc voilà, c'est l'histoire d'une petite âne que je posterai ce soir sur LinkedIn. Je pense que je vais en faire rire quelques-uns et ça me fait plaisir. J'adore l'histoire de l'âne. Ah bah voilà, mais comme ça, on l'a partagé aussi aux auditeurs, donc l'histoire sera écrite et entendue. Voilà. Et donc, tu disais que tu enseignais dans plusieurs établissements. Ouais. Quels sont les... En fait, je suppose que les jeunes d'aujourd'hui éprouvent aussi un manque de confiance en eux. Est-ce Alors, que bien ça sûr. se traduit plus fortement ou moins par rapport à d'anciennes générations? Est-ce qu'il y a eu une Par évolution rapport de à ce nous, côté? par rapport à moi. Alors oui. Alors, c'est vraiment une question intéressante. On parle beaucoup de harcèlement aujourd'hui. Et le harcèlement, de ce que je vois, il vient beaucoup des réseaux sociaux, en fait. C'est-à-dire que le fait que les réseaux sociaux, avec ce que tu veux montrer, la réalité que tu veux montrer, c'est l'image, hein. Et puis le fait comment tu peux montrer les choses, tu peux jouer avec l'image, bah, il y a beaucoup de jeunes à cet âge-là, l'âge de l'adolescence, qui ne voient pas en fait qu'il y a une construction, qu'il y a un storytelling, qu'il y a tout ça. Et ils vont prendre pour argent comptant que voilà, telle personne elle a ça, telle personne elle a ça, telle personne elle a ça, c'est ça la réussite dans la vie et moi j'ai rien. Et c'est ça qui est dangereux, c'est de se, bah, comme on dit en développement personnel, comparer c'est tuer en fait. Donc ils sont sans cesse en train de se comparer, encore plus que nous, hein, parce que nous on n'avait pas tout ça. Donc c'est vrai, nous on se comparait aux gens qui étaient autour de nous, mais en présentiel on va dire, hein, en physique. Mais eux ils ont des millions de personnes à qui se comparer. Et ça pose problème parce qu'ils n'ont pas la grille de lecture, ils ont pas ce qui va avec et c'est difficile. C'est difficile. Bah, c'est difficile parce que quand tu n'as personne pour modérer tout ça, pour donner une interprétation à tout ça, bah, ils se construisent avec ça. Et ouais, ça crée beaucoup de perte de confiance en soi, hein. Je sais plus, il y a beaucoup d'enquêtes hein, là-dessus, avec pas mal de chiffres sur la destruction de la confiance en soi via les réseaux sociaux. Et ouais, je sais plus, hein, il y a des chiffres de l'ordre de 40% qui sont dus aux réseaux sociaux et que je peux tout à fait comprendre. Hein, que je peux tout à fait comprendre. Et on donne l'exemple des enfants, mais moi je le vois bien aussi quand il s'agit de femmes ou d'hommes, ben, c'est le même processus. Peut-être ils sont moins influençables ou pas des fois, hein, mais le système c'est le même. C'est la femme, voilà, qui va regarder pourquoi une telle, elle habille comme si, elle a ce corps-là, et c'est la même chose pour les hommes. Hein. Voilà, lui, il a cette routine-là, il a cette femme-là, il a ci, il a cette voiture, et voilà. Et puis au final, on est beaucoup dans le avoir et le paraître, et on n'est plus du tout dans l'être. Et c'est le grand drame, hein, parce que c'est quand même la base, c'est d'être, hein, avant le reste. Et voilà, bah, c'est des choses qu'il faut apprendre, qu'il faut transmettre, et je pense qu'on doit être là pour ça, surtout pour les plus jeunes. Je pense qu'il y a quelque chose à faire, vraiment, quand on peut en parler, il faut vraiment le faire, et pas se dire que voilà, il faut attendre un professionnel pour parler de ça. Non, non, c'est des choses qu'il faut aborder. Il faut checker avec ses enfants ou avec son entourage enfant. On n'est pas obligé d'avoir des enfants, mais voilà, on peut avoir des neveux ou autres, et checker voilà, comment tu te sens par rapport aux réseaux sociaux, qui est-ce que tu qu'est-ce que tu adores sur les réseaux sociaux, pourquoi, et puis voilà, qu'est-ce qui fait l'objet de l'admiration de ces jeunes-là, pourquoi, est-ce que c'est valable ou pas, ou est-ce que c'est illusoire ou pas. Et puis il faut échanger avec eux sur ces sujets-là, parce que c'est sur cette base-là qu'ils se construisent. C'est sur cette base-là qu'ils se construisent, et bah, c'est les futurs citoyens de demain. Hein. Donc c'est eux qui vont modeler la société de demain. Donc c'est aussi un peu à nous d'en parler avec eux. Donc oui, ce que tu dis, c'est très vrai. Et si je ne me trompe pas, tu interviens essentiellement après bac. Est-ce que Ouais, tu fais aussi pas seulement, du ouais, tout à fait. collège, lycée? Oui. Alors, j'interviens depuis la primaire, parce que je suis référente académique entrepreneuriat des jeunes à l'île de la Réunion. Et donc, l'entrepreneuriat des jeunes chez EPA Entreprendre pour apprendre, hein, que j'ai beaucoup de chance d'avoir rejoint, c'est de tout jeune, hein, ça commence donc en classe primaire jusqu'à plus de la vingtaine. Et oui, bah, on va voir des petites classes, hein, des CP, C20, C2, pour mon plus grand bonheur. Hein, c'est un public que j'ai jamais eu auparavant, donc je suis très très contente de les voir, et leur spontanéité fait vraiment beaucoup de bien, et leur authenticité. Hein, donc, on peut toujours se nourrir de ça, on va dire.
Et oui, bah, les phénomènes dont tu parles, on les voit dès le plus jeune âge, hein. C'est affolant de voir à quel point ils connaissent tout ce qui est influenceurs. Ils ont des noms, ils ont des histoires, ils ont des. Et voilà, ils font même la compétition là-dessus, qui est le plus incollable là-dessus. Donc, ouais, non, et puis voilà, ils veulent tous devenir influenceurs. Enfin, tous, j'exagère un peu, mais majoritairement, ils veulent être des stars, être des influenceurs. Voilà, tu vois ce que je veux dire? Mm, mm. Et selon toi, qu'est-ce qui fait ta différence, ta singularité dans ce grand monde du coaching? Ouh là là! Alors, déjà, je pense que on est nombreux à être comme je suis, mais je pense que peut-être je suis quelqu'un qui diffuse des choses et qui parle. Donc moi je pense que ma grosse différence, c'est que je viens déjà d'un monde scientifique. Et alors, bon, au début, à la base, ça ne fait pas rêver, hein, d'accord. Mais c'est quand même c'est quand même très enrichissant pour moi et même pour mes accompagnés parce que je suis très orientée solution. Et je suis très orientée solution et expérience et action et erreur aussi. Et erreur et tout ça, c'est des process qui sont devenus vraiment automatiques chez moi, qui sont très ancrés en moi et que j'essaye de développer chez les personnes, tu vois. Donc ce côté scientifique, finalement, il apporte beaucoup dans mes accompagnements. Voilà, bah, c'est pas partie de la notice, mais finalement, c'est vraiment ça donne une belle couleur. Je pense qu'il y a ça, il y a mon côté multiculturel, hein. Donc moi, je suis née en région parisienne, comme j'ai dit, dans le 93. Donc le côté où depuis très jeune, je suis rentrée dans différents mondes. Donc j'ai connu, on va dire, des mondes qui sont moins aisés et des mondes qui sont très aisés. Et j'ai une adaptabilité qui est aussi intéressante pour les accompagner, parce que ça offre un panel qui est large. Et je me sens à l'aise, en fait. Je me sens à l'aise avec tout type de personnes, tout type de milieu social, tout type de religion. Ici, à La Réunion, c'est même pas un sujet. Mais à l'extérieur, c'est un sujet. Et ben voilà, je suis très à l'aise avec cette question-là et j'ai aucun problème à parler de tout ça. Et au contraire, voilà, bah, je pense que mon ouverture sur le monde, elle apporte quand même au niveau de. Parce que le coach, par essence, il a une position où il doit accepter, il ne doit pas juger. Et je pense que c'est une position, oui, bah, que tu apprends forcément avec ton métier, mais que j'ai plus ou moins on va dire, par mon héritage culturel. Où voilà, je suis issue de plusieurs cultures à la maison, de plusieurs origines aussi. Et voilà, j'ai des origines algériennes. Je peux aller un peu plus loin aussi, turque et chinoise. Et donc voilà, dans la famille, un peu de tout. Et donc voilà, tous ces côtés-là, il y a du religieux chez nous, il y a du non religieux. Et tout ça fait que voilà, bah, j'ai une vision un peu, on va dire, multicolorée, tu vois, plusieurs couleurs des choses. Et donc voilà, ça me permet d'enrichir ma vision, mais surtout de m'enrichir de la vision des autres. Et voilà, je pense que c'est important. C'est important de ne pas être fermé, en fait. Moi, j'espère que c'est le cas, que je ne me trompe pas, mais c'est le retour que j'ai. Et ben, j'espère améliorer toujours ça. Super. Et si on veut se faire coacher par toi, on fait comment? Ah, alors moi, il faut me contacter sur LinkedIn, hein, c'est le réseau social où je suis le plus présente. Donc, Isma Belkessam sur LinkedIn, vous contactez en message privé. Et franchement, je me ferai un plaisir de vous répondre et de nous connecter. Je crois que tu as pu voir que la connexion, elle est rapide et j'essaye vraiment rapidement de mettre les gens à l'aise, hein. On va très rapidement se tutoyer, puis on va se parler comme des amis, et puis au fur et à mesure, les choses vont se faire, hein. Puis voilà, j'accompagne pas tout le monde, j'accompagne vraiment des personnes qui ont envie de changer, parce qu'on peut pas changer les autres. Moi, quand les gens, je les accompagne, c'est parce que c'est eux qui ont envie de changer. Moi, je suis pas une magicienne, pas du tout. Mais par contre, je pense que ouais, je suis une accompagnante. Je sais tenir la main, je sais être un miroir, et je sais être à l'écoute. J'essaye. Et, j'aime faire progresser. Et avant d'aimer me faire progresser, bah, tout simplement, je pense que oui, en un verbe, j'aime en fait. J'aime. Et puis, je pense que quand la personne se sent aimée, elle peut faire des choses incroyables. Donc, voilà. Et Voilà. donc, Donc, il ça se faut me passe. contacter sur LinkedIn.
Et ça se passe sur une séance, plusieurs séances, en Non, individuel, en groupe? en général, c'est plutôt court. J'essaie de faire en sorte que ce soit le plus limité possible et vraiment d'impacter rapidement. Je pense que tu as assisté à ma conférence sur le mindset. J'essaie vraiment d'impacter rapidement. Et le but, c'est ouais, voilà, c'est qu'on se libère chacun l'un l'autre le plus rapidement possible. Et voilà, donc, ouais, j'essaie vraiment de faire les choses rapidement. Après, si c'est des programmes, voilà, des programmes plus en entreprise ou quoi, bah là, bah, c'est l'entreprise qui va décider. Mais quand c'est de l'individuel, j'essaye de faire en sorte d'impacter vite. Et je trouve qu'il ne faut pas faire durer le plaisir. Au contraire, faut rapidement remettre la personne en selle et qu'elle fasse son chemin. Donc, toi, tu es là pour tendre la main, l'aider à monter. Tu t'assures que voilà, les premiers pas, elle va les faire seule, mais après, faut se mettre à l'action, en fait. Et pas installer une relation de dépendance. Il faut que la personne, voilà, elle se sente assez bien, justement, pour pouvoir se dire, bah, c'est bon, je me lance dans mon chemin en toute confiance. Ou en tout cas, peut-être pas toute confiance, mais un petit peu de confiance, assez pour voir les premiers signes positifs, parce que c'est le cercle vertueux de la confiance. Hein. Tu agis, tu vois des résultats, ça te touche positivement, et puis ça t'encourage à agir. Et puis là, c'est des petits pas, quoi. Des petits pas, il n'y a pas de magie, c'est des petits pas, c'est du concret. Des fois, c'est des petites choses, hein. Il n'y a pas de grandes actions miraculeuses, mais c'est des petits nœuds qui dénouent beaucoup d'autres nœuds, en fait. Et comme je dis souvent, des fois, on m'appelle sur des situations professionnelles, mais on vient très vite dans le perso. Et c'est les nœuds du perso, en fait, qui créent ces tas de nœuds dans le professionnel. Donc, voilà, tout Ok. simplement. Est-ce que tu aurais une pratique ludique à partager à nos auditrices pour les aider à dépasser certaines peurs, à gagner en confiance? Mhm. Ludique. Alors, ouais, donc, alors, moi, je fais souvent jouer aux cartes ou à d'autres jeux, justement, en atelier de groupe. Mais si, moi, je dis pour qu'elle puisse mettre en place un petit jeu, il faut qu'elle soit déjà plusieurs. Hein. Et ouais, bah, il y a plein de petits jeux qu'on peut faire, des petits challenges à mettre en place. Bah, c'est vraiment selon, je dirais, il faut déjà repérer où la personne en est, c'est quoi le point de départ, et essayer de lui poser un petit challenge, tu vois. Par exemple, je sais pas, c'est des choses simples. Hein, il y a des personnes qui ont du mal à aller vers les autres pour dire bonjour ou pour ni louer un contact ou lui poser ce petit challenge. Ouais, faut voir le petit jeu. Ça va dépendre de la situation, le contexte. On ne va pas faire des choses trop challengeantes non plus. Hein, on a des objectifs, il faut faire attention à ce qu'ils soient vraiment pas trop élevés pour pas être insurmontables, pour pas décourager la personne. Euh, non, bah, un petit jeu, moi je dirais une petite routine qui peut être intéressante pour les femmes surtout. C'est tout ce qui a trait à la visualisation positive et tout ce qui a trait aussi à, comment dire, en fait, à essayer de visualiser des choses qu'elles veulent vraiment obtenir et s'entraîner là-dessus. Et donc, à la fois greffer là-dessus, bah, faire de la visualisation et greffer là-dessus, euh, comment dire, des affirmations positives. Donc ça, pour moi, c'est des choses. Malheureusement, il y a beaucoup de femmes qui ont ces freins intérieurs où elles se disent des choses négatives elles-mêmes, pas que des femmes, hein, mais bon, c'est beaucoup de femmes. Des choses négatives, je n'y arriverai pas, c'est trop difficile, je suis incapable de faire ça, je suis incapable de faire ça seule. Et voilà, de faire le petit jeu, peut-être d'écrire les phrases qui peuvent leur faire du bien d'entendre de la part de quelqu'un d'autre et de ne pas attendre justement la validation par quelqu'un, mais de se les dire à elles-mêmes. Donc, je pense que ça, c'est même un petit jeu qu'on va faire tout seul. Hein. De toute façon, c'est ce qu'on recommande. Hein. Donc, ouais, de visualiser là où elles veulent aller et de faire les affirmations qui font que voilà, ça va éradiquer les croyances limitantes qu'elles ont et les freins internes, tout le discours intérieur négatif qui va les retarder. Voilà. Et sinon, si on a envie de vraiment s'amuser, on a du temps, on peut faire un vision board. Donc, un vision board, c'est un exercice qu'on fait en atelier et qu'on fait aussi avec nos étudiants, hein, d'ailleurs, en master.
Donc, on prend une grande feuille et on peut découper dans les magazines ce qui nous fait rêver et on peut le coller sur une feuille, écrire et ancrer ce qu'on désire. Et voilà, donc ça peut être visuel comme ça peut être un peu ludique, un peu artistique. Et donc voilà, nous on récupère chaque fin d'année des vision boards magnifiques avec des personnes qui se voient entourées de tels partenaires, avec des enfants ou pas, bref, dans telle destination de voyage, etc. Et donc voilà, c'est des choses qui sont intéressantes en fait pour le cerveau, voilà, d'essayer de se projeter, de faire cet exercice de projection, de visualisation, c'est plutôt régulièrement, c'est important. C'est important et ça permet vraiment d'entraîner son cerveau à se dire mais qu'est-ce que j'aime et qu'est-ce que je veux en fait, qu'est-ce que je veux pour moi. C'est quelque chose, plus on a le temps de se poser, de faire des exercices, de savoir qu'est-ce qu'on veut pour soi, et mieux c'est pour soi. Donc je pense qu'une petite pratique qui peut être sympa, donc c'est peut-être pas sous forme de jeu, c'est ça, le vision board. Euh, voilà, un petit carnet où on écrit ces petites affirmations positives à se répéter pour devenir soi-même en fait la personne qui va poser ce cadre positif qui est très très important pour l'action. Ok, message reçu. Très bien, Pour très bien. sur un tout autre sujet, comment sont rythmées tes journées? Est-ce que tu as une journée type avec des actions type? Alors, j'ai pas de journée type, non, j'ai pas de journée type. On va dire que je suis quelqu'un qui vit beaucoup, beaucoup l'instant présent. J'ai appris à m'écouter et à vraiment comment dire, à être guidée par mes intuitions, hein. Ça m'a pris du temps, mais c'est vraiment comme ça que je fais et ça fonctionne très bien. Par contre, on va dire, j'ai des routines. J'ai des routines qui sont vraiment très, très importantes pour moi. Et dans ces routines, il y a le fait de commencer la journée et de finir la journée avec, on va dire, dans la gratitude. Et ça, c'est important, très important pour moi. Donc là, les gens peuvent le faire, ça peut être par la prière, ça peut être par la méditation, enfin bref, chacun trouve sa sauce. Mais pour moi, c'est très, 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 ça a été très puissant de commencer sa journée en, j'ouvre les yeux et je réfléchis à tout ce que j'apprécie de ma vie, tu vois. Même des choses très simples, hein. Je respire, je vois des choses vraiment, on n'y pense plus, quoi. Tellement on a l'impression que ça nous est dû, mais non, quand on le perd, on connaît la valeur. Et donc voilà, je commence mes journées comme ça et je finis mes journées aussi comme ça, positivement, en me disant, waouh, aujourd'hui, j'ai rencontré telle personne, telle personne, telle personne, et tu te rends compte que plus tu fais l'exercice et plus c'est long, parce que plus tu te rends compte de tout ce que tu as la chance de vivre. Et alors, je ne suis pas en train du tout de dire pour les auditrices, ma vie, elle est extraordinaire, elle est géniale. C'est pas du tout ça. C'est que, en fait, je me rends compte que nos vies à tous, elles sont extraordinaires. Et c'est vraiment ça. Et à travers des aspects vraiment simples, quoi. Simples. C'est des aspects très, très simples de la vie. Tu vois, c'est oui, aujourd'hui, j'ai pris le temps de m'asseoir, de regarder le ciel et de méditer. Ouais, pour moi, c'est énorme parce que c'était pas dans mes pratiques il y a encore pas très longtemps. Et aujourd'hui, ça l'est, c'est devenu du temps que je mets pour, euh, pour moi, en fait, et pour me recentrer. Voilà, donc moi, je pense commencer sa journée dans la gratitude ou dans la positivité, la finir dans la positivité, et ancrer cette positivité-là, c'est important parce que dans la vie, il y a beaucoup de choses qui peuvent nous déstabiliser, qui ne sont pas à la hauteur de ce qu'on attend. La question, c'est ça, c'est qu'il ne faut plus attendre, en fait. Et il ne faut pas, en anglais, c'est le verbe expect, mais il ne faut pas s'attendre que les choses elles aillent toujours dans notre sens. Et au contraire, il faut lâcher prise et se dire, ben non, justement, apprends à surfer, en fait, et apprends à prendre la vague comme elle vient et à apprécier même le négatif, hein, parce que dans le négatif, on trouvera toujours du positif, et ça c'est quelque chose qu'on sait une fois que l'épreuve est passée. Mais l'exercice, c'est de se dire, voilà, je suis dans l'épreuve, comment je peux quand même apprécier ce qui se passe. Ce qui se passe, est-ce que je vais en tirer? Et voilà, en étant vraiment, en essayant d'être à l'écoute de tout ce qui peut être positif. Et c'est vraiment une nouvelle façon de penser pour quelqu'un qui n'a pas l'habitude. Et que voilà, j'encourage vraiment personne à pratiquer ça. C'est de se dire, voilà,
la positivité, quoi, l'état d'esprit positif, le mindset positif, c'est vraiment important puisque il y a beaucoup de forces qui vont dans le sens contraire à ça. Et donc, c'est important, justement. Ça donne des armes, en fait. Ça donne de la force. Ça nous donne les moyens, ça nous donne les ressources. Et bah, ça permet d'avoir moins de résistance, en fait, par rapport au fait d'être dans le contrôle et de se dire, voilà, je contrôle tout, je verrouille tout, je vérifie tout. Et voilà, et là où c'est pas une vie du tout, en fait. Hein. Voilà, donc moi, c'est plutôt ça qui m'aide, c'est comment entretenir ce mindset positif que je transmets moi-même, et dont moi aussi, hein, j'ai besoin de me nourrir et j'ai besoin d'entretenir. Donc voilà, c'est un point important pour moi. Est-ce que tu as un outil favori qui t'aide dans ton organisation au quotidien? Alors, donc, je ne suis pas organisée, je dirais, au sens où on peut l'entendre, voilà, je fais un emploi du temps, telle heure, telle heure, telle heure, telle heure, telle heure. C'est pas vraiment comme ça que je procède, mais par contre, on va dire, bah, comment dire, j'enseigne moi-même. Ça m'est arrivé d'intervenir sur la gestion du temps en entreprise ou en école. Et cette gestion du temps, il y a des grandes lois, plutôt aux grandes lois que je me fie, tu vois. Et toutes ces grandes lois, pour moi, elles sont vraiment. J'ai appris à les ancrer et à réagir, en fait, par rapport à, on va dire, une journée pour laquelle j'ai des grands piliers, où je vais essayer de vraiment, pour moi, le plus important, c'est vraiment d'aller détecter rapidement ce qui est urgent et important, de me focaliser là-dessus, et tout le reste, c'est-à-dire, si je sens que c'est pas urgent, mais que c'est important, je vais reporter. Si je sens que c'est urgent, mais que c'est pas important, bah, là, je me dis, faut que je délègue. Et si c'est ni urgent ni important, là, ce que je vais faire, c'est que je vais reporter, en fait, ou annuler. Et ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup aidé. C'est de me dire, je focalise mon énergie. Quand tu te rends compte que ton énergie, elle est pas éternelle et elle n'est pas renouvelable aussi facilement que ça. Donc là, tu te dis que, ouais, ok, je fais des to-do list, mais j'apprends à hiérarchiser l'urgent et l'important, et tout le reste, je fais avec, quoi. Je fais avec, j'écoute mon intuition, et oui, ça demande, quand je te dis que, par exemple, je délègue ce qui est urgent mais pas important, il faut arriver à déléguer. Moi, je me souviens d'une intervention d'entreprise, bah, la personne, elle me dit, donc elles sont deux, il y a la boss et il y a celle qui est juste en dessous, elle me dit, je suis incapable de déléguer. Et tu as sa sous-boss là qui lui dit, bah ouais, elle ne sait pas déléguer. Et donc, oui, faut apprendre à se dire, oui, bah, je ne peux pas être partout. Je ne peux pas tout faire. Mais il y a des choses que, par contre, il faut que ce soit absolument moi qui soit là. Donc, il faut arriver à discerner tout ça et à distinguer justement bien les choses. Et après, voilà, se focaliser son énergie là où vraiment. Là où vraiment Puis, quand je parle des lois, bah, quand je te parle de ça, l'urgent et l'important, pour moi, c'est vraiment. Ça fait écho à la loi de Pareto. La loi de Pareto, on se dit, voilà, j'ai 20% de mes actions qui vont engendrer 80% de mes résultats. Donc, il faut arriver à focaliser rapidement sur quel est ce 20% d'action, tu vois, où je me dis, comme ça, je vais être le plus efficace possible. Et donc, ça, il faut l'accepter. Oui, il y a des actions que je vais faire qui vont servir à rien, mais je peux essayer de me rendre compte c'est lesquelles. Qu'est-ce que je vais éliminer, qu'est-ce que je vais élaguer. Voilà, dans la gestion du temps aussi, je pense que il y a un truc que j'ai compris très tôt, c'est la loi de Parkinson, où tu te dis que plus tu as du temps, et plus tu vas prendre du temps. Et voilà, donc c'est pour ça que voilà, j'essaie de m'organiser, oui, j'essaie de bien délimiter le temps plus ou moins qu'il faudrait pour faire les choses, mais tu as toujours des impondérables qu'il faut prendre en compte, qu'il faut accepter déjà. Et tu as toujours le fait que tu dis, oui, bah, si je prends trop mon temps, bah, ça sera sans fin en fait. Donc, ça fait écho au perfectionnisme dont on a parlé. Voilà, tout ça c'est en lien. Et c'est bien que tu choisisses ces deux thèmes, la confiance en soi et la gestion du temps. C'est des thèmes aussi qui sont liés. Des thèmes qui sont liés. Et pour moi, apprendre à se faire confiance, apprendre à connaître sa valeur, donc son estime de soi, apprendre à connaître ses compétences, donc la confiance en soi, à bien savoir voilà, où ça pêche, où je suis forte, ça aide aussi pour l'organisation et pour la gestion du temps. Et là, tu dis, ouais, là, honnêtement, et c'est pas horrible de le dire,
sur cette tâche-là, je ne suis pas la bonne personne. Je vais déléguer ça à quelqu'un qui va aller vite et pour qui ça va pulser. Et moi, je vais me concentrer là où je suis forte, tu vois, là où je suis dans l'action et mon action, elle est efficace. Et ça, c'est important d'arriver à se dire ça. Mais pour dire ça, ouais, il faut travailler sur l'ego parce qu'il y a des personnes qui arrivent pas à se dire non. Il y a des personnes qui se voient bonnes partout. Et ça, faut l'accepter aussi, mais c'est vrai que c'est un chemin. Il y a un chemin à prendre et ces deux choses-là, elles se nourrissent en fait. Donc, si tu veux faire évoluer ta confiance en toi et tu veux faire. Il y a aussi l'organisation. Si tu veux faire évoluer ta façon de t'organiser, ça va être en parallèle de ta confiance en toi, forcément. Donc, c'est très, très bien que tu mettes ce parallélisme-là comme ça en face à face, parce que c'est vraiment, fonctionnel, en fait. Le lien, il fonctionne vraiment. Oui, en tout cas, c'est mon outil à moi, l'organisation, pour gagner en confiance. C'est un Très des bien, outils. très bien. Si c'est ton outil, ouais, c'est un outil. C'est l'outil qui te parle. Il y a forcément beaucoup de personnes qui sont comme toi, donc c'est très bien que tu puisses bien le connaître, le maîtriser et le diffuser, parce que toutes les personnes qui ont ton fonctionnement à toi, tu vas être la bonne personne pour eux. Et c'est comme j'ai dit, hein, c'est important de pouvoir diminuer la souffrance de l'autre. Et c'est aussi ce que tu fais. C'est aussi ce que tu fais, parce qu'une personne qui n'arrive pas à gérer son organisation, c'est sa vie, on va pas se mentir. Aujourd'hui, le travail prend énormément de place. Après, tu parles beaucoup des femmes, donc il y a le travail à l'extérieur et puis il y a le travail à l'intérieur. Donc ça aussi, c'est un travail qui prend énormément de place dans la vie, dans le temps et dans le mental, en termes de charge mentale. Et ben ouais, pour quelqu'un, on peut vite se sentir dépassé. Et là, c'est très compliqué parce que c'est quand tu te sens dépassé et que tu te sens, c'est là que tu perds confiance en toi. Et le lien, il est là. Tu perds confiance en toi et du coup, tu es moins productif, tu perds confiance en toi, donc tu réussis moins les choses, tu perds confiance en toi et tu repères confiance en toi parce que le résultat, il n'est pas à la hauteur de ce à quoi tu t'attendais. Et là, c'est l'inverse du cercle vertueux de la confiance, c'est le cercle vicieux de la confiance. Voilà, donc ouais, c'est important de bien se connaître, de savoir que ce qui est bon pour toi, c'est pas forcément ce qui est bon pour moi. C'est pour ça que quand tu accompagnes, c'est important de savoir t'as qui en face. C'est quoi le point de départ? Ce qui va marcher pour toi, c'est pas forcément ce qui va marcher pour moi. C'est important que le coach aussi ne projette pas en fait. Il ne projette pas sa propre situation, ses propres recettes de cuisine en fait, de ce qui fonctionne pour lui. Et même très souvent, ça ne va pas du tout être le cas. Ça veut dire qu'on a des personnes, on a tout type de personnes en face de nous qui sont souvent très très différentes de nous. Et la situation, c'est celle-là, c'est qu'il faut réussir justement à ne pas parler de soi. Et c'est vraiment là la difficulté. Et donc voilà, je pense qu'il faut tout type d'outils pour pouvoir répondre à des fonctionnements très différents. On passe maintenant à la question tabou. Aïe, 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 allons-y sur la question tabou. Rien d'extraordinaire. C'est juste Non, on peut y aller. quand on est coach mindset. Et Yes. donc, est-ce qu'on devient son propre coach ou est-ce que tu as des mentors? Et quelle est la question que tu te poses pour hacker ton mental? Alors, il y a plusieurs questions dans ta question tabou. Alors, on va refaire dans l'ordre. Alors, je vais saucissonner ta question tabou. Alors, est-ce que je suis ma propre coach? Alors, pour moi, il y a deux niveaux. Effectivement, j'ai des outils. J'ai des outils dont je me sers moi-même. Euh, Quand je suis dans ma phase habituelle, je me sers de mes outils et c'est très bien. Donc, c'est de l'auto-coaching, ce qu'on peut faire nous, coach, mais ce que tout le monde peut faire s'il a bien compris les outils, en réalité, l'auto-coaching. Donc, j'ai parlé de la visualisation, j'ai parlé des affirmations positives, le fait de s'encourager, le fait de pouvoir parler à son mental, ça, tout le monde est capable de le faire, avec de l'aide au début, mais après, ou pas d'ailleurs, et après tout seul. Donc, oui, je m'auto-coach forcément, mais c'est pas suffisant puisque j'ai des périodes aussi, comme tout le monde. Je suis aussi une madame tout le monde, bien sûr. Et avec mes périodes un peu plus
un peu moins facile, on va dire. Et ça, c'est important de le savoir et de le reconnaître. Et où, bien sûr, et je pense que ma grande force, que j'ai su construire avec le temps, parce que c'était pas gagné, hein, comme je l'expliquais, j'ai un profil où je suis arrivée un peu, voilà, j'ai eu pas mal de facilité sur certains points et où vraiment, bah, voilà, on va dire, j'ai dû comprendre ce que c'est l'ego et essayer de le désamorcer, de le faire taire. Donc oui, quand j'ai besoin, je vais voir maintenant, alors que ce n'était pas le cas avant. Donc avant, on va dire, j'étais plutôt la sauveuse qui fait les choses de son côté et qui doit absolument se débrouiller toute seule, tu vois. Et ça, je pense que je ne suis pas la seule, hein, on est beaucoup à être comme ça, mais c'est pas bon pour soi. On s'épuise beaucoup. Et comme je dis maintenant, ouais, le plus important, c'est de préserver son énergie et ses forces pour des vrais combats. Hein. Je ne dis pas que c'est un faux combat, mais il y a des combats qui sont plus importants que d'autres. Et donc oui, j'utilise mes outils. Quand j'ai besoin d'aide, bien sûr, je vais demander de l'aide, ce qui n'était pas le cas avant. Je vais demander, par contre, là où je suis vraiment contente, et je pense que c'est l'expérience qui m'a appris, c'est que je ne demande pas d'aide à n'importe qui. Et ça, je pense que c'est très, très, très important. J'arrive à discerner les personnes bienveillantes qui le sont réellement, des personnes qui le prétendent ou qui font semblant pour se donner une image ou pour attirer ou pour tromper, en fait. Et je pense que ça, c'est important. Donc, je m'aide, je demande de l'aide et j'essaye de demander de l'aide aux bonnes personnes. Et ça, c'est très, très important. Le gros du travail, je pense, pour les personnes, c'est savoir à qui demander de l'aide. Voilà. Et je ne sais pas, j'ai déjà oublié de répondre à une question, non? Oui, j'allais te la répéter. Quelle question tu te poses pour hacker ton mental? Quelle question je me pose pour hacker mon mental? Je me pose pas de questions pour hacker mon mental. On va plutôt dire que pour hacker, je vais plutôt aller affirmer. Alors, hacker mon mental, je dirais, ouais, la première phrase qui me vient et que du coup je transmets à tout le monde, c'est que je suis capable. Je ne suis pas moins capable ou plus capable qu'une autre, je suis capable en fait. Et, et que je pense que pour hacker mon mental aussi, je me dis que, bon, bah écoute, c'est pas si important que ça. Si j'y arrive pas ou si. Voilà, c'est en fait d'essayer de relativiser. C'est vraiment la première chose à laquelle je pense. C'est que, voilà, je pense que les premières phrases d'affirmation que j'ai dû me dire, moi, c'est par rapport à ça. C'est que, ouais, j'en suis capable, parce qu'il y a des choses que, avant de les faire, tu sens que c'est une montagne. Et ouais, tu as toujours besoin de cette petite force au début, parce que tu te rends compte que quand tu as commencé, c'est simple, en fait. Tu vois. Donc, je pense que l'énergie, elle est à mobiliser au début pour tout le monde. Hein. Je parle de moi, mais en réalité, je vois chez tout le monde. C'est vraiment à mobiliser au début. Et on se rend compte d'ailleurs, des personnes qu'on accompagne, ou même qu'on conseille, ou même à qui on peut parler, ou ça peut être n'importe qui dans la rue, hein, c'est vraiment la vision et la perception de la chose qui paraît titanesque. Mais dès que la personne elle a un pied dedans, ah bah tiens, finalement, ah mais c'est facile, ah, mais c'était que ça. Ah, mais c'est... Donc voilà, j'essaye d'hacker mon mental sur cette phase-là, sur la phase de représentation. Tu vois, où je me représente, j'essaye moi-même mentalement de me dire, ouais, mais c'est pas si fou que ça, c'est pas si grand, c'est pas si. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Et je pense que c'est Ouais, oui, ça qui fait que. Je pense que c'est là où je me donne la force. Et c'est ça qui me permet de faire ce que d'autres personnes diraient de grandes choses, alors que finalement, il n'y a rien de grand. Hein. C'est, on va dire, des choses plus inhabituelles que d'autres, on va dire, plutôt comme ça. C'est que je me dis, bah non, je me dis moi-même, bah non, il n'y a rien. Non, je dois aller à un séminaire ou à une conférence de ceci, faire ça, parler devant 8000 personnes, et alors, quel est le problème? Enfin, qu'est-ce que ça fait? Tu vois ce que je veux dire? J'essaie de me dire, mais c'est rien du tout. C'est rien. Tu vois? Je pense que le grand secret, c'est celui-là. C'est ce dont on parle depuis le début, en fait, c'est de déconnecter son ego, mais dans la partie mauvaise de l'ego, tu vois. La partie
la partie mauvaise où c'est l'ego qui se compare. Ah, mais j'arriverai jamais à faire ça. Ah, mais c'est pas pour moi. Ah, mais c'est trop impossible. Ah, mais regarde, elle a fait. Regarde, lui, il a fait. Mais non, mais déconnecte tout ça. On s'en fout, en fait, de ce qu'elle a fait, de ce qu'il a fait, de ce que tu n'as pas fait, de si. Qu'est-ce que tu aimerais faire? Fais des tout petits pas pour le faire. Et avance et prends du plaisir, en fait, c'est tout. Et tout le reste, ça n'a pas lieu d'exister dans ta pensée parce que ça, c'est du brouillage, en fait. C'est du brouillage. Et quand tu avances comme ça, tu te rends compte que, ouais, il y a tellement de force, de résistance. Et on ne parle même pas des gens qui essayent des personnes toxiques qui essayent de te ralentir ou de te faire tomber. Ceux-là, on les compte même pas encore. Mais voilà, plus tu te focalises sur toi et en essayant de te donner de la force à toi-même, j'aime bien donner cet exemple-là, comme si tu es ta propre mère, en fait, ta propre meilleure amie, ton propre père. Chacun avec son histoire, ce qui va résonner pour lui, j'en sais rien. Voilà, celui qui a eu un père ou une mère où il aurait aimé que ce soit un peu plus stable que ça, ben, il peut représenter cette personne-là et se dire, voilà, ben, je m'accompagne et je me donne cette force-là que je n'ai pas reçue et que j'ai besoin d'avoir ce discours intérieur. Et avoir ce discours intérieur-là, ça, le crée, et quand je te dis auto-coaching, hein, c'est pour tout le monde, le crée, ça permet de ne plus attendre la validation des autres. En fait. Et ça prend du temps, hein. Ça prend beaucoup de temps de se dire, je fais les choses et j'attends la validation des autres. Ça prend du temps dans une vie. Et la vie, elle passe tellement vite. Ça passe vite. Donc si tu fais pour être remarqué, pour être apprécié, pour être validé, pour être... Waouh, ça va prendre beaucoup de temps. Ça peut marcher, hein. Ça va prendre beaucoup de temps. Mais par contre, si tu fais et tous les jours tu te dis j'ai fait parce que c'est bien, parce que c'est bien pour moi, parce que ça donne du sens, parce que ça va vers ce que je ressens être bon pour moi et que tu travailles cette intuition-là, bah, tu vas voir que jour après jour, tu vas avancer, tu vas apprendre à t'aligner, à te focaliser, à te donner de la confiance et à te donner ce que tu attends des autres, bah, tu te le donnes à toi-même. Et ça permet, bah, y a la conséquence de tout ça, quand tu fais tout ce travail-là avec toi, que tu reconstruis finalement cette relation, hein, tu construis ou tu reconstruis cette relation d'amour avec toi-même, bah, tu te rends compte que les relations avec les autres, bah, elles sont toutes seules. Parce que l'autre, il vient plus jouer ce substitut d'amour que tu ne t'es pas donné. Et voilà. Donc, ça fluidifie beaucoup les relations. Donc, voilà. Donc, la mécanique, c'est reprends confiance en toi, aime-toi assez pour que finalement, que tu agisses et que tu te fasses du bien et que tu t'acceptes et que tu puisses aussi donner aux autres, hein, c'est pas une conséquence, hein, et que au final bah, toute cette positivité-là va attirer du positif sur toi, même dans les relations, c'est comme ça. Je l'ai observé sur moi-même, hein, bah oui, de créer cette belle relation avec soi, bah, ça attire beaucoup de personnes positives finalement. Voilà. Ok, bah super. Elle fera quoi et elle sera quoi, comment, la Isma dans 5 ans? Alors, la Isma, dans 5 ans, elle fera quoi et comment? Elle fera quoi? Elle sera, j'espère, encore plus à l'écoute d'elle-même et encore plus dans l'entraide, hein, et encore plus dans la transmission et à une échelle encore plus vaste. Et j'espère avec des actions plus efficaces aussi sur d'autres terrains, j'espère un peu plus humanitaires. Et ouais, où on va dire être plus. Alors là, j'étais beaucoup dans le mental et là, j'aimerais plus dans des choses qui sont encore plus terre à terre, on va dire. Voilà, ouais, je pense qu'il y a un besoin d'aller plus vers le terre à terre, mais en même temps, en parallèle, de continuer, on va dire, continuer peut-être dans la tech ou peut-être dans des choses qui sont mon domaine original. Et voilà, donc c'est de le terre à terre et un petit peu, on va dire, le céleste et pourquoi pas le spirituel même. Et voilà, mais toujours, je pense, dans l'accompagnement et dans la transmission. Dans la transmission. Moi, mon grand rêve, hein, c'est qu'il y ait un maximum de personnes qui puissent se sentir bien et agir et réussir et avoir toutes ces clés-là, en fait. Donc, c'est comment diffuser ça à la plus grande échelle.
Ok. Et pour terminer, je te poserai la petite question girly, Allons-y. qui est, est-ce que tu as un mantra ou une incantation qui t'inspire et que tu te répètes tous les jours? Euh, alors, je ne sais pas si tu m'entends toujours. Je sens Je que t'entends. je sais pas si tu m'entends. Ok. Oui, c'est que la vie est merveilleuse et que la vie est un miracle. Mm. C'est vraiment ce que je me répète tous les jours. Et tous les jours, j'en découvre un peu plus sur ce miracle et un peu plus profond. Donc oui, c'est le miracle de la vie. Ok. Eh ben, je sonne officiellement le clap de fin de cette interview avec ce que j'appelle le portrait. C'est tout simplement une description intuitive et bienveillante de mon invité du jour, parce que de se connecter et de se reconnecter les unes aux autres, c'est essentiel à mon sens, et parce Ok. qu'apprendre à donner et recevoir, c'est la base de la réussite. Alors c'est parti, Isma, reçois ma perception de toi. Merci beaucoup, Christelle. Isma, je perçois de toi une femme au grand cœur, chaleureuse et vibrante, d'un fort désir d'entraide et de grandir ensemble. Un peu comme le bateau de Noé, où tout le monde pourrait monter pour aller à la conquête de qui il est véritablement, à la conquête de ses talents et compétences. Tu aides les âmes en quête de sens à traverser les méandres de leur mental, les faisant passer du monde d'Hadès au monde de Zeus, Ah, comme une guidance, une voix dans le brouillard qui appelle à retrouver son identité, sa force, son destin. Telle une cavalière de lumière, Isma vient nous prendre par la main, nous invitant à monter sur son fidèle destrier pour nous emmener jusqu'à notre juste place. Parce que celle que nous avions, parce que pas celle que nous avions oubliée, notre place, mais qu'elle a su percevoir. Isma, une guerrière des temps modernes qui invite à plus de justice, de justesse et de citoyenneté. Merci Isma. waouh, 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 quelle poésie! C'est fantastique, hein. Magnifique, Christelle. Bon, bah, on parlera de ton super pouvoir après. Non, oui, c'est vraiment super agréable et je te remercie pour tes questions, pour la pertinence de tes questions et pour ouais, le côté très agréable de l'entretien. Et Merci. voilà, c'est ça que j'ai perçu de toi, c'est oui, que tu as les yeux qui arrivent à voir la beauté et donc merci à toi pour ton regard et ton observation. Merci beaucoup. Quelles sont les prochaines aventures d'Isma? Où est-ce qu'on peut te retrouver? Tu disais sur LinkedIn, est-ce qu'on peut te retrouver ailleurs? Quelles sont tes aventures qui arrivent? Si tu as envie de nous partager des choses. Ouais, sur LinkedIn, justement, je mets mes aventures. Alors, il y a pas mal de choses, hein. Il y a la partie entrepreneuriat des jeunes où on organise un festival bientôt. Ce sera le 30 avril au MOCA. Donc, ça prend pas mal de temps. Il y a toutes les aventures entrepreneuriat, jury, pitch sur des scènes internationales. Donc, il y aura bientôt, je commande du jury au Festival de Cannes. Donc, c'est une première et je suis vraiment très contente. Il y a ma dernière session avec mes étudiants de l'université en innovation dans le sud ici. Donc ça va être quelque chose de beau parce qu'il y aura un petit concours à la fin de tout ça. Voilà. Donc, voilà, c'est essentiellement entrepreneuriat international. Il y a un beau projet culturel aussi. Alors, où ça s'appelle Exil et Fraternité, où il y aura plusieurs formes d'art différentes pour rendre hommage à l'exil et à la fraternité, où justement on va connecter des gens de plusieurs origines, avec des réunionnais bien sûr, mais il y aura une équipe qui va venir d'Algérie, de France, pour venir justement à travers les arts faire justement une, une, très très belle représentation de tout ce qui est voilà, souffrance due à l'exil et la, la, fraternité, que les gens arrivent à se connecter quand ils arrivent sur leur île, sur leur Eldorado, donc ici la Réunion. Donc ça, ce sera normalement au mois de juin. Donc j'annoncerai la date d'ailleurs sur LinkedIn. Hein.
Donc ça va être un beau moyen de rapprocher la culture algérienne, mais la culture maghrébine en fait, et même orientale. On va aller très loin parce qu'on va mettre beaucoup de danse indienne, on va mettre des conférences sur pas mal de thèmes très différents. Et donc voilà, ce sera une belle représentation des arts et une belle réflexion sur l'humanité à travers ces deux dimensions-là. Voilà, voilà. Et sur LinkedIn, il y aura toutes les infos. Ok, super. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose? Est-ce que je vais ajouter quelque chose Alors là, je vois qu'il faut que j'ajoute vite. Je vois que mon téléphone se décharge. J'aimerais ajouter que, tout simplement, je pense que ça a été compris dans l'interview, mais qu'il ne faut pas faut vraiment que chaque personne qui écoute justement ce qu'on s'est dit toutes les deux là, se dise je suis capable de créer ce bonheur, de vivre heureux, de vivre heureuse, et je vais m'en donner les moyens, et surtout je le mérite en fait. Je le mérite, et c'est vraiment ça. J'aimerais que chaque personne qui puisse écouter ce qu'on s'est dit, ça puisse répondre à une de ses blessures ou à de ses besoins, et ça puisse ouvrir de nouvelles portes en fait dans sa problématique, et une nouvelle issue en fait. Donc, voilà, c'est vraiment ça que je voudrais dire. S'il y a besoin de me contacter, il ne faut pas hésiter. Donc même pour un échange, on va dire informel, et vraiment un échange, juste donner des clés ou des pistes, c'est vraiment, je le fais avec grand plaisir. Et voilà, voilà. Donc soyez heureux, la vie est courte, et faites le bien autour de vous en fait, tout simplement. Vous en serez plus heureux. Merci, Isma. Merci Christelle.